Tout de suite, Destination Moselle vous emmène à la découverte d'un fleuron de la ligne Maginot. L'ouvrage du Hackenberg au pays de Thionville vous ouvre ses portes dans un instant. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission de Destination Moselle. Aujourd'hui, je vous emmène à la découverte du Hackenberg, un ouvrage de la Seconde Guerre mondiale et l'un des fleurons de la frontière défensive qui est la ligne Maginot. J'ai rendez-vous avec Claude Poésy, président de l'association Amis Fort Vécrin, et il va nous dire tout ce qu'il y a à savoir sur ce lieu exceptionnel. C'est parti. Construit entre 1929 et 1935 sur cette colline, à quelques kilomètres de la frontière allemande, le fort du Hackenberg fait partie de la ligne Maginot, imaginée par Paul Painlevé, mathématicien et homme politique français, et financé grâce au travail du ministre de la Défense, André Maginot. Tout au long de la frontière est française, une muraille de feu est construite pour se protéger d'un éventuel conflit avec l'Allemagne. Nous sommes dans l'entre-deux-guerres et les ingénieurs militaires vont faire preuve d'une innovation sans précédent au service de ce mur défensif. Le Hackenberg en est l'un des meilleurs exemples. C'est parti pour un nouveau bond dans le temps, direction la Seconde Guerre mondiale. Bonjour Claude. Bonjour Tim. Vous êtes donc président de l'association Amis Fort Vécrin et on se trouve devant l'entrée de cet emblème de la ligne Maginot. Oui, tout à fait. Le Hackenberg est le plus gros ouvrage de la ligne Maginot, avec ses 10 km de galeries et une emprise qui allait jusqu'à 160 hectares en 1939. Ah oui, quand même. Alors, la ligne Maginot, on en parle beaucoup, mais est-ce qu'on peut dire qu'elle a vraiment servi durant la Seconde Guerre mondiale ou pas? J'entre directement dans le vif du sujet. Ah oui, c'est le sujet qui fâche. Elle a servi. Cette fortification, elle a protégé nos soldats. Il ne faut pas oublier que 20 ans plus tôt, lors de la Première Guerre mondiale, nos soldats étaient dans des tranchées, sans aucun abri, sans béton. Et en craignant une deuxième guerre, on pense tout de suite à protéger nos soldats, à les mettre à l'abri et à barrer la frontière avec ces puissantes fortifications et les pièces d'artillerie qu'on verra tout à l'heure. Mais pourtant, quand les Allemands envahissent la France, ils passeront pas par là, ils passeront par plus au nord. Est-ce que c'est pour éviter justement toute cette barricade de la ligne Maginot? Alors, certains disent a posteriori qu'il y avait un plan qui prévoyait qu'on ne voulait plus de combat sur le territoire français et que par conséquent, on laissait la Belgique quelque part comme terrain libre pour un champ de bataille. D'accord. Alors, c'est des rumeurs, mais ça s'est révélé. Hein. Donc à partir de ce moment-là, on a subi tellement de dégâts pendant la Première Guerre mondiale, puisqu'on se réfère à ce qu'on connaît, qu'on ne veut plus que sur notre territoire il y ait de combat. Donc on oblige plus ou moins le contournement de notre frontière. D'accord. Alors maintenant, regardons un petit peu le paysage. Déjà, je vois ici un soldat français. Bon, j'imagine qu'il rend hommage à tous ces soldats qui étaient dans les forts, dans ces ouvrages de la ligne Maginot. Quand est-ce qu'il a été posé, alors, ce soldat-là? Tout à fait. Alors, ce soldat a été inauguré. Hein, c'est l'œuvre de Sylvain Divot, un sculpteur de la région, qui donc a voulu, en mémoire des soldats de 1939, faire ce monument avec l'ensemble des fédérations de l'association. Et on y retrouve tout un tas de visages de soldats de 1939 qui étaient quelque part les soldats invaincus, puisqu'ils n'ont pas été pris au combat. Non, l'ordre a été donné après mai 40 de céder, en fin de compte, la ligne Maginot aux soldats. Alors, une fois Allemand. que Paris a été pris, hein, finalement, c'est la reddition de Paris qui provoque plus ou moins la reddition de l'ensemble des ouvrages et des ordres qui vont demander à ce que les soldats déposent les armes après les accords d'armistice. D'accord. Bon, et alors derrière nous, on voit cette énorme structure en métal. C'est le 5e élément du pont de Cattenom, du pont provisoire qui a été installé en 1964
pour traverser la Moselle et qui a été démantelé en 2019 pour laisser maintenant un nouveau pont, le pont de la Liberté, qui a été réalisé par le conseil départemental de la Moselle. Donc, sur ces 5 éléments, donc un élément est resté à Cattenom, 3 sont repartis en Normandie et le 5e est venu avec Reims pour être déposé sur notre ouvrage. Après-guerre, donc lorsque ces ponts n'étaient plus utilisés pour débarquer le matériel, ils sont cédés, ils sont vendus et on va les retrouver jusque dans toute la France pour traverser des cours d'eau, des rivières, tout simplement parce que les ponts sont détruits et qu'il faut les remplacer. Et ici à Cattenom, donc il va être installé en 1964, ce pont provisoire, et va durer 54 ans jusqu'en 2019. Ah oui, quand même, une belle histoire. Hein. Une belle histoire. Bon, alors maintenant, Claude, je propose qu'on rentre à l'intérieur du Hackenberg. On y va. On y va. Voilà, Tim, ici on a la seconde porte bladée, donc ces portes étanches étaient totalement fermées à l'époque. Hein. Aujourd'hui on les a grandes ouvertes pour permettre le passage du train, mais aussi des visiteurs. Qui sont nombreux d'ailleurs, hein. On est sur l'un des ouvrages les plus visités de la ligne Maginot. Tout à fait, alors en temps normal on accueillait jusqu'à 36 000 visiteurs chaque année, hein, les bonnes années, voilà, exceptionnelles, qu'on a des commémorations, qu'on a également des animations. Et donc ces portes se refermaient, étaient totalement étanches et en cas d'explosion, d'attaque extérieure avec les blindés ennemis bien sûr, il y a un virage ici en S qui évitait que le char ennemi fasse un tir complet dans la galerie de l'ouvrage. On protège l'ouvrage par les portes, par des fossés, mais également par des virages en S, des galeries sinueuses, pour ne jamais tirer en ligne droite. On voit qu'elle est épaisse la porte. Hein. Ah oui. Continue. Elle est un peu pliée même. Et elle est un peu pliée, oui. C'est bien connu, l'une des conditions indispensables pour qu'une armée soit efficace, c'est son ravitaillement et son alimentation. Commençons donc par les cuisines de l'ouvrage, ultra modernes pour l'époque. N'oublions pas qu'elles ont été construites dans les années 30. Ah oui, c'est de la belle cuisine, hein. Oui, ce sont des cuisines ultra-modernes en 1935, elles viennent de sortir, on va dire, des usines, totalement électriques. Les marmites sont en inox, c'est l'ancêtre de la cocotte minute de nos grands-mères, hein, avec le joint d'étanchéité, le sifflet. Tout est électrique, donc on n'est plus au fourneau à bois qui dégageait énormément de fumée et qui se repérait à des kilomètres par l'ennemi. Là, on veut être discret, tout est automatique. On voit les premières hottes aspirantes, d'ailleurs. Les premiers fours à viande, totalement électriques. Alors depuis, on a juste inventé le micro-ondes, hein, mais voilà. Four électrique, chaleur tournante, les percolateurs à café, les filtres à eau, et donc ça demande bien sûr une énorme alimentation électrique. On a nos groupes électrogènes qu'on verra tout à l'heure qui produisaient l'énergie nécessaire pour alimenter aussi bien les cuisines, les pièces d'artillerie, le train et toutes les installations qui, c'est nouveau, fonctionnent toutes à l'électricité. Il ne faut pas oublier que les personnes, les soldats qui viennent ici en 1935, ce sont les enfants de ceux qui étaient dans les tranchées en 14, qui vivent dans des conditions épouvantables, sans lumière, sans chauffage, sans nourriture chaude. Et eux, eh bien c'est le 3 étoiles du militaire qu'on leur déroule parce qu'on veut protéger les hommes. La fortification est là pour protéger les soldats. Et tout à l'heure, tu parlais du contenant de ces plats, donc jusqu'à 200 plats. Hein. Jusqu'à 200 portions finalement. 200 portions. Hein. Donc de ces portions qui sont cuisinées, alors on peut faire, je ne sais pas, une potée lorraine et on va faire tout mélanger. Ou alors on peut faire des pommes de terre dans une, dans l'autre des haricots verts, la viande dans le four à viande. Et ensuite tout ça est mis dans ces norvégiennes avec le numéro du bloc. On sait qu'aujourd'hui, le bloc numéro 8 a par exemple 25 hommes de troupes. Hein, il y en a 5 qui sont partis en patrouille, 2 qui sont à l'infirmerie, etc. Donc on va mettre 25 portions dans cette norvégienne, garder au chaud. On va la transporter en train jusque dans les blocs de combat à 2 km d'ici. Et les soldats se nourrissent là où ils sont. D'accord.
Et alors combien il y a de soldats ici au Hackenberg? On a jusqu'à 1200 hommes de troupes. Mais quand même. Hein. Alors, ça c'est l'effectif qui est sur le papier, mais bien sûr, il y en a 50 qui sont partis en patrouille, il y en a 20 qui sont à des examens médicaux à l'hôpital militaire, il y en a qui sont partis pour une liaison avec d'autres compagnies, etc. Donc on n'a pas tous les jours 1200 hommes exactement sur site. Hein. D'accord. On a 43 officiers, et là pareil, avec les permissions, ils ne sont pas toujours au complet sur site. Avant de découvrir l'installation de la production électrique, direction l'atelier qui, aujourd'hui encore, comme à l'époque, continue de jouer son rôle pour les membres de l'association qui entretiennent ce fort avec une volonté de faire depuis 1975. Et donc là, on se trouve dans Alors on se l'atelier. trouve dans l'atelier, à côté de l'usine électrique. Hein. C'est ici qu'on répare les gros groupes électrogènes qu'on verra tout à l'heure. Donc tours, perceuse à colonne, hein, tous les outils nécessaires, aussi bien d'époque, hein, bon pas pour le compresseur et le touret qui sont, on en a besoin aujourd'hui, donc on a mis des engins supplémentaires. Ce qu'il faut savoir, c'est que tous les outils sont extrêmement bien rangés. D'ailleurs, il y a un petit panneau qui indique ça là un peu plus loin. Une place pour chaque chose et chaque chose à sa place. Voilà, on l'entend encore aujourd'hui. Hein, voilà, on va mettre dans toutes les chambres d'enfants. Et on voit aussi les premières affiches de protection au travail. C'est-à-dire qu'en 1914 jusqu'en 1918, les soldats, on en a des milliers, c'est de la chair à canon, on les envoie au combat. Finalement, ils vont se blesser, ils vont mourir, etc. En 1940, en 1939, 1935, les premiers soldats qui arrivent ici, on en prend soin, on n'en a plus autant. Ça veut dire qu'on dit, attention, vous soudez, portez des lunettes. Vous travaillez avec un marteau, portez des gants. Et on voit tout un tas d'affichettes, donc avec défense de se servir de la meule sans lunettes, ou des affiches donc, qui indiquent qu'on doit travailler. Là, celle-ci est marrante, entre guillemets. Mais ça ne repousse pas avec le majeur coupé et une plante à la place. Voilà. Faites attention parce qu'on a besoin de vous aussi et vous avez besoin de servir la France. Voilà. Donc la protection au travail, elle apparaît dans ces métiers-là. On indique avec une lime que tout peut être dangereux, voilà, qu'il faut faire très attention. Et ça se retrouve un peu partout dans les ouvrages, aussi bien à l'utilisation des explosifs qu'à l'utilisation de l'outillage comme ici. D'accord. Et j'en profite justement, Claude, pour rendre hommage à cette association, l'association Amis Fort Vécrin, dont vous êtes le président, et qui fait un travail monstrueux ici tout au long de l'année. Hein. Oui, alors on existe, nous, ici, depuis 1975, donc ça fait 45 ans qu'on travaille dans ces lieux pour les restaurer, pour les mettre en valeur, pour les faire visiter au public. Hein. Il n'y aurait pas de sauvegarde du patrimoine s'il n'y avait pas le public qui venait nous apporter les moyens financiers pour entretenir tout ça. C'est un cercle vertueux. Hein. On rénove, le public vient voir et on peut rénover encore plus. Et ce travail porte ses fruits puisque chaque année, il y a de plus en plus de visiteurs et de plus en plus de jeunes qui veulent découvrir l'histoire de cette Seconde Guerre mondiale. Oui, et qui viennent de pays totalement différents. Hein. On a des visiteurs qui viennent de Russie, de Chine, d'Australie, etc. Pour certains, parce que l'arrière-grand-père est venu se battre ici lors de la Première Guerre mondiale ou lors de la Deuxième Guerre mondiale. Donc on fait partie de ces chemins de mémoire qui démarrent des plages de Normandie et qui vont jusqu'en Allemagne, jusqu'à Berlin. Et en plus, j'ai presque envie de dire c'est normal que dans ce parcours de la ligne Maginot, on passe par ici, puisque au tout début de la guerre, le Hackenberg, c'est la Rolls de la ligne Maginot. On a notamment la visite de Winston Churchill, de George VI d'Angleterre. Enfin, on est vraiment sur un site extrêmement important de la ligne Maginot. Tout à fait. Alors, il faut se dire aussi que c'est une vitrine de la fortification et que, comme nos centrales nucléaires aujourd'hui, on les fait visiter à nos amis, nos pays alliés, aux pays amis, avec aussi une idée commerciale, de se dire que peut-être ils vont être intéressés par les plans. Et on a d'ailleurs vendu des plans de la ligne Maginot pour la ligne qui existe en Tchécoslovaquie, mais également entre la Tunisie et la Libye, où on a la ligne Marette, dans le désert, près de Djerba, qui est la continuation de la ligne Maginot, puisqu'à l'époque, la Libye est tenue par l'Italie et la Tunisie est sous protectorat français. Et cet atelier sert notamment à entretenir la machinerie de l'ouvrage, servant ainsi à alimenter l'ensemble de ces installations dernier cri
sur les 17 blocs du Hackenberg. Toujours en parfait état de marche, ces groupes électrogènes sont une attraction pour les visiteurs. Et donc nous voici avec ces fameux moteurs, cette fameuse usine dont tu nous parlais tout à l'heure. Alors c'est l'usine électrique, donc en cas de coupure de l'arrivée extérieure, ces groupes électrogènes prennent la relève. 2 moteurs suffisent pour éclairer, faire ventiler, chauffer tout l'ouvrage. Ouais. On en a 4, donc toutes les normes de sécurité sont doublées. On a même un 5e moteur en cas de coupure des 4 premiers et tout cela fonctionne grâce à l'atelier qu'on vient de quitter. Ouais. Et je veux dire, on fait les réparations sur site. On n'appelle pas Paris pour envoyer la pièce de rechange ou envoyer le matériel nécessaire. On a les ateliers, on a les électromécaniciens sur place qui font le nécessaire. Et si ces moteurs fonctionnent encore aujourd'hui, c'est qu'on a des bénévoles qui se dévouent pour réparer la pièce défectueuse avec les tours et les perceuses à colonnes, comme en 1940. On ne trouve pas ça au supermarché ou au magasin bricolage. Ça doit être fait tel qu'à l'origine, un peu comme sur notre porte-avions Charles de Gaulle. Et en termes de capacité de production, ça s'élève à combien ici dans cette usine? Ces 2 moteurs là, c'est des moteurs de 380 chevaux qui fournissent jusqu'à 440 kW chacun. Oui, donc cumulé, il faut 2 moteurs. Nous aujourd'hui, lorsqu'on a des visites, les week-ends, on n'en fait tourner qu'un seul puisqu'on ne visite plus qu'une partie de l'ouvrage, à peu près la moitié. Donc on n'a plus besoin de la capacité électrique de 1940 où tous les ouvrages, les monte-charges, les tourelles, fonctionner à plein, les cuisines, etc. Plusieurs trains. Là, aujourd'hui, on n'a plus qu'un seul train qui circule et c'est largement suffisant. Mais on a la chance que tous ces 4 moteurs fonctionnent encore. Tu parlais tout à l'heure que donc, ces groupes servaient aussi au transport avec notamment un train. Oui. Moi, je propose qu'on aille prendre ce train. D'accord. Prenons donc place dans le petit train souterrain piloté par Alain, autre membre de l'association. Certes, il fait beaucoup de bruit, ce petit train, mais c'est tout de même plaisant de se promener de cette façon. Alors, le train permet de faire les grandes distances, mais le train n'est pas utilisé par les soldats. Le train est uniquement pour le transport des munitions et de la nourriture, la soupe. Les soldats, eux, marchent le long des voies. Direction une chambrée de soldats, et ainsi nous plongeons encore un peu plus dans la vie quotidienne des hommes qui vivaient ici à l'époque. Alors donc nous voici dans une chambre de sous-officiers et on le remarque parce qu'il y a moins de lits que dans une chambre de soldats, mais il y a plus de lits que dans une chambre d'officier. Tout à fait. Alors la chambre d'officier est tout juste derrière, donc le lieutenant ou le capitaine est seul avec le coffre, son lavabo, etc. Une chambre qui ne fait pas plus que 4 mètres carrés à peu près. Donc dans une chambre de sous-officier, c'est plus spacieux, il y a déjà une table pour jouer aux cartes, pour prendre ses repas, il y a déjà plus de rangement que dans une chambre de soldat où c'est le strict minimum, voire une boîte à chaussures pour conserver ces informations personnelles, les cartes qu'on écrit à la famille. Dans ce qu'on voit dans les chambres ici, que ce soit de soldats ou de sous-officiers, c'est la présence des instruments de musique. Ouais. Dans chaque régiment, ici sur 1200 hommes de troupes, on a à peu près une quarantaine ou cinquantaine de musiciens ou un peu artistes, qui les vendredis soirs vont organiser éventuellement une petite scène de théâtre ou qui vont organiser un petit concert. Donc on en a besoin, ils sont importants pour le moral des troupes, et dans les chambrées, c'est quelque part les chambres de répétition aussi, et puis on va entendre de l'harmonica, on va entendre de l'accordéon, alors pas tous les jours, oui, bien sûr. C'est quand même relativement sérieux et réglementé, on ne casse pas les oreilles du matin au soir pour faire des sonates, mais on a besoin de ces hommes, et il y en a quasiment dans chaque compagnie. D'accord. On essaie pour le moral. Voilà, j'allais dire remonter le moral comme on peut, au moins de temps en temps. Et si on allait faire maintenant un tour à l'extérieur de l'ouvrage, parce que là aussi il y a beaucoup à dire. Alors avant d'aller à l'extérieur, il faut traverser toutes les galeries souterraines de l'ouvrage. Oh, on reprend le train alors. On reprend le train, puisqu'on a quasiment 3 km, 2 à 3 km jusqu'à l'opposé de l'ouvrage, jusqu'au bloc de combat. On est ici à l'arrière, et on va vers les zones de combat, vers la frontière. Ok, donc on reprend le train, sauf toi JF, tu me suis en courant.
On reprend donc le train, sauf notre caméraman Jean-François qui a besoin d'exercice, et pour cela, les kilomètres de galerie sont parfaits. Allez les gars, attendez-moi, soyez sympas. Je plaisante bien sûr, regardez, il est bien installé avec nous dans le train. Et pour rejoindre notre prochaine et dernière étape, empruntons un autre bijou de modernité pour cet entre-deux-guerres, cet ascenseur pouvant transporter jusqu'à 2,3 tonnes. Oh, cette précision, cette douceur, c'est incroyable. Incroyable. Une fois arrivé à la surface, ou presque, Claude enclenche le mécanisme de la tourelle d'artillerie. Impressionnant, n'est-ce pas? Allez, il est maintenant temps de sortir et de découvrir ça de plus près. Donc nous voici donc avec les cloches et La tourelle d'artillerie du bloc 9. Donc on a ici une tourelle d'artillerie de 135 mm, c'est deux tubes jumelés qui peuvent tirer jusqu'à 5 km 600 autour de l'axe central. Donc on tire sur les collines avoisinantes, sur les forêts et vers la frontière allemande. La frontière allemande est à 15 km à peu près dans cette direction. Donc ces pièces-là n'atteignent pas la frontière, mais on en a d'autres, des pièces de 75, sous casemate ou sous tourelle, qui elles tirent littéralement jusqu'à la frontière et qui pouvaient prendre en chasse un blindé dès son franchissement de la frontière, c'est-à-dire dès qu'il a fait à peu près 2-3 km sur le territoire français, au cas où il s'est trompé de chemin. Voilà, on l'alerte et on a ce fameux mur anti-char qui serait visitable également de l'extérieur. Il y a un circuit pédestre. Cet ouvrage, ce fort du Hackenberg, on est bien d'accord, sa mission première, c'est d'empêcher une invasion. Tout à fait. Quand il tire, c'est aussi pour protéger les usines qui se trouvent autour? Alors les usines sont à peu près à une quinzaine, vingtaine de kilomètres d'ici. Ici nous protégeons effectivement le territoire français. Et ce secteur est hyper fortifié parce que derrière il y a un intérêt économique majeur qui sont nos fourneaux, nos mines de fer du côté de Volmerange, les mines étanges, etc. Et de l'autre côté, les mines de charbon qui sont plutôt dans le secteur Argarten-aux-Mines, Creuswald, jusqu'à Forbach, etc. Donc cette ligne Maginot positionnée en première position aux frontières, eh bien, doit empêcher tout passage ennemi et justement la prise de notre industrie par l'ennemi. Lorsque les Allemands investissent ces forts, les Américains en 1944 viennent pour nous libérer et en fin de compte ils vont devoir essuyer le feu allemand qui provient de ces forts que les Allemands occupent, notamment donc l'ouvrage du Hackenberg. Les combats se déroulent principalement en Belgique, ensuite le contournement de la fortification et que Paris ait pris, l'armistice est signé à hauteur du 25 juin 1940. Les fortifications doivent se rendre à hauteur du 4 juillet 1940. Ici, ce sont des officiers français qui donnent l'ordre de reddition. On doit aller déposer les armes et les soldats partent en captivité. Les Allemands occupent le terrain, font des usines souterraines, mais ça n'a plus d'intérêt stratégique entre 1940 et 1944, jusqu'au 6 juin. Voilà, en 1944, quand les Américains approchent. Tout à fait, en 1944, donc le 6 juin, c'est le débarquement. Le 25 août, c'est la libération de Paris. Et dès les premiers jours de septembre, les premières unités américaines arrivent dans le pays haut et à hauteur de Verdun. Donc là commence la bataille de la Lorraine, en septembre 1944. Et cette bataille de Lorraine, elle va durer quasiment 6 mois. En septembre, la traversée de la Moselle, qui est une hécatombe, plus de presque 1 millier de morts du côté américain. Et donc tous ces forts autour de la Sature de Metz, mais autour de la Sature fortifiée de Thionville, mais aussi tous les autres forts jusqu'à Bitche, sont occupés par les forces allemandes et résistent aux Américains qui approchent, qui libèrent le secteur. Et il va y avoir effectivement des pertes humaines importantes. Et en témoigne le cimetière américain de Saint-Avold, qui est le plus important cimetière américain d'Europe. Ensuite, le cimetière américain de Luxembourg, où Patton est enterré,
et il a souhaité rester sur ce territoire où il a perdu quasiment toutes ses troupes avec la bataille des Ardennes et la bataille de Lorraine. Mais cette bataille de Lorraine est effectivement très méconnue. Mais là, il y a eu des pertes humaines incroyables. Pendant un hiver très froid, très rigoureux, de novembre 1944 à mars 1945, lorsque les dernières régions de Moselle et d'Alsace sont libérées dans le secteur de Colmar. D'accord, très bien. Merci beaucoup Claude de nous avoir accompagnés et fait découvrir l'histoire de ce fort, de cet ouvrage du Hackenberg. Tu reviens quand tu veux. Avec plaisir. Et merci de vous avoir suivi cette nouvelle émission de Destination Moselle. Rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles découvertes, au cœur de la Moselle bien sûr. Repartir et faire un petit lacet pour revenir jusque là. Tout à fait. Et puis moi je propose que de prendre en tenaille. En tenaille, par là comme ça ou par là comme ça? Comme ça. Ah, donc tu passes par Folchwiller. Attention, Folchwiller, je le connais bien. Ils refuseront de me prendre en traite. On rigole, mais à l'époque c'était pas drôle. Tim Girard vous a emmené à la découverte de l'histoire mosellane avec Moselle Attractivité.